Eh bien, je vous remercie de me donner la parole. Donc, comme vous l'avez fait, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans la distribution spécialisée, comme patron de filiale en France, une dizaine d'années à l'étranger. J'ai travaillé pour des grands groupes et des PME, et puis j'ai appris le métier de coach et j'ai créé ma société en 2010. Ce qui a sans doute déclenché ce souhait de travailler et d'accompagner les chefs d'entreprise, c'est la création d'une filiale à Varsovie qui m'a permis de décliner toutes les étapes de développement d'une entreprise, comme on a vu tout à l'heure avec Yves. Donc voilà. Je fais quand même un lien avec les deux premières parties de mes amis. Effectivement, cette dernière partie va vous permettre de travailler ou de réfléchir un petit peu plus sur votre écosystème, même si Laurent en a parlé et Yves aussi également. Bon, finalement, ce qu'on peut se dire, je dirais en introduction, c'est que c'est s'appuyer sur des fondamentaux qui restent importants, c'est reconnaître sa vision d'entreprise, garder sa passion d'entrepreneur, et puis avoir le souhait de communiquer pour pouvoir avancer dans une période un petit peu compliquée. Mais c'est aussi gérer son cash, enfin c'est tous ces fondamentaux-là. Et comme l'a dit Laurent aussi, c'est travailler sur ses forces. Je pense que c'est très important de s'appuyer sur ce qu'on sait bien faire et ce qu'on a réussi jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est vrai que dans cette période de crise, il y a tous les cas de figure, si je puis dire. Il y a des entreprises qui sont complètement à l'arrêt, comme les restaurants ou l'événementiel. Il y a des entreprises qui ont redémarré une activité, j'allais dire à mi-temps, et puis il y a des entreprises qui travaillent normalement. Et il y a même encore il existe également des cas d'entreprises qui surperforment parce que les produits ou les services qu'ils vendent habituellement sont extrêmement demandés en cette période-là. Donc évidemment, quand on parle à tout le monde, il faut s'imaginer que vos cas sont différents. Mais malgré tout, je dirais qu'il faut garder à l'esprit d'être positif, de communiquer, de savoir qu'il va y avoir un après avec cette crise, que pendant cette crise et ces difficultés, il va y avoir des opportunités. À vous, à nous de les saisir pour continuer d'avancer, de progresser, peut-être d'innover, de créer des nouveaux services, des nouvelles façons de travailler avec vos clients. C'est ça qui va vous permettre de sortir de la crise avec des possibilités de poursuivre la marche en avant de l'entreprise qui aura été sans doute, vraisemblablement, bien ralentie pendant un certain temps. Alors moi, je vais vous parler de l'écosystème. Alors c'est vrai que l'écosystème et les clients, c'est ce que j'ai mis dans mes deux points de présentation. Mais si on y réfléchit, c'est vrai, l'écosystème, dans votre écosystème, il y a bien sûr les clients qui sont intégrés dedans. Mais l'écosystème, c'est sans doute des partenaires, des banquiers, vos assureurs, vos experts comptables, tous les partenaires avec qui vous travaillez, les apporteurs d'affaires, des services externalisés, votre expert comptable, votre coach, pourquoi pas. C'est tout ça votre écosystème qui fait que vous fonctionnez bien aujourd'hui et donc vous fonctionniez bien hier et donc il faut que ça continue aujourd'hui et il faut que ce soit demain aussi fluide que ça l'était avant pour pouvoir préserver votre business. Donc c'est ça dont je vais vous parler parce que évidemment les choses étant pendant un certain temps assez différentes et compliquées, il ne faut surtout pas oublier ça et nous notre rôle c'est simplement d'attirer votre attention sur les fondamentaux, les priorités de ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Et donc, le premier point dont je voudrais parler, c'est le plan de continuité d'activité. Alors, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une recommandation qui a été donnée aux entreprises en 2009 pendant l'épidémie H1N1 de préparer un plan quand on voulait poursuivre dans une crise sanitaire l'activité. Donc, c'est un plan qui va reprendre toutes les activités que vous voulez poursuivre, votre nouvelle organisation, les ressources dont vous avez besoin, de planifier, de gérer tous les contrats en cours et de vous préparer à la sortie de cette crise qui va bien arriver à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire le plus tôt possible, c'est préférable.
Donc, ce plan de continuité d'activité, c'est un petit peu, pour le gouvernement, c'est un peu, si je puis comparer, c'est les ordonnances. Le gouvernement a pris un certain nombre de décisions et a légiféré par ordonnance. Là, c'est un petit peu ça pour l'entreprise, c'est-à-dire que les horaires vont changer, le lieu de travail peut changer, l'organisation, qui fait quoi, et puis il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui peuvent être malades, et il y a des contraintes sanitaires. Donc, ce plan de continuité d'activité, pour tous ceux qui ont une organisation à mettre en œuvre, à remettre en route ou à mettre en route, c'est très important parce que ça va spécifier des tas de choses qui finalement n'existaient pas avant. Donc, dans ce plan de continuité d'activité, j'en ai eu un chez un de mes clients, AMV, qui est à Dreux, une entreprise industrielle qui fait de l'usinage, qui fait des prototypes. Et bien, ils ont mis ce plan assez rapidement en route, puisque depuis le 30 mars, ils ont repris leur fabrication. Donc, ils ont géré toutes ces priorités, les délais, les clients importants, leurs fournisseurs avec qui ils pouvaient travailler. Ils ont mis en place cette cellule de crise qui doit aussi leur permettre de communiquer pour leurs collaborateurs, mais aussi d'être en lien avec les services de l'État, être en lien avec leur écosystème, justement, pour ne rien louper, puisque beaucoup de décisions ont été prises, beaucoup de décisions ont changé au fil de l'eau. Donc, il faut suivre tout ça. Donc, il y a une cellule de crise et puis il y a le redémarrage de cette activité qui va leur permettre de planifier et de travailler avec des tableaux de présence, etc. Donc, ça a été fait de façon assez détaillée. Ça permet à tout le monde de savoir qui fait quoi, où, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les priorités et puis quelles sont les décisions à prendre pour, bien sûr, protéger les collaborateurs, bien sûr, appliquer les normes sanitaires, savoir ce qu'on doit faire s'il y a des gens qui découvrent qu'ils ont ce Covid, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important de mettre tout ça par écrit pour qu'on sache exactement où on en est et qu'est-ce qui doit se passer. Alors, pour moi, une fois que vous avez fait ça, vous avez globalement pris déjà un certain nombre de décisions sur le fonctionnement de votre entreprise. Et donc, suite à ça, vous allez souhaiter, bien sûr, travailler sur les points suivants qui sont d'abord pour moi communiquer. Alors, communiquer, je l'ai déjà dit, communiquer, soyez positif. C'est extrêmement important de communiquer avec vos fournisseurs, vos partenaires, vos prestataires. On voit dans une reprise d'activité, il y a des interlocuteurs qui ne sont pas présents, qui ne travaillent pas, il y en a d'autres qui travaillent. Il faut communiquer avec eux pour qu'ils sachent exactement ce que vous faites, à quel moment vous aurez besoin d'eux, etc. Sinon, il va y avoir des loupés, il va y avoir des livraisons loupées, il va y avoir des problèmes qui vont surgir. Et donc, c'est toujours très, très important de vérifier que tout le monde suit ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Cette période-là, elle peut être aussi une période où vous n'avez pas repris votre activité. J'ai un client restaurateur, il n'a pas réouvert son restaurant, mais il a lancé les travaux qu'il avait programmés pour le mois de mars. C'est une cuisine centrale où il souhaite demain, comme je crois que c'est Laurent qui en a parlé tout à l'heure, il souhaite pouvoir faire des livraisons auprès des clients. Il se trouve qu'un de ces 3 restaurants se trouve à côté de la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est un hôpital énorme où il a déjà travaillé et servi des repas, donc il voudrait remettre ça en route. Il est en train de le faire. Et voilà, donc même si aujourd'hui son activité est pour l'instant dans sa version normale arrêtée, il a mis en route le plan qu'il avait prévu pour pouvoir justement à terme, c'était son idée de créer des points de restauration sans que ce soit un restaurant, mais dès maintenant de pouvoir quand même protéger un peu, une petite partie de son chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que c'est une proposition de service qui est adaptée, qui est différente et qui va lui permettre demain, après le retour à la normale, de fonctionner sur une nouvelle version de son entreprise. Alors, la proposition de l'offre de service, c'est ce que je viens de dire, elle doit également prendre en compte
la communication que vous devez faire vis-à-vis de l'extérieur, parce que sinon, personne ne va deviner forcément comment vous fonctionnez. Donc ça, c'est extrêmement important. Je l'ai dit, communiquer, mais aussi, faut le voir dans l'esprit de dire quels sont vos horaires d'ouverture, comment on peut rentrer en contact avec vous, comment on peut consommer, etc. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a 3 priorités. Il y a votre organisation, comment vous avez prévu de fonctionner, votre communication pour le faire savoir, et l'offre de service qui, vraisemblablement, va être différente. J'ai un client qui travaille avec EDF, les centrales nucléaires. Il fait de l'étalonnage. C'est l'entreprise Hermecam. Ils ont des programmes d'intervention sur site qui sont très planifiés, puisqu'une centrale nucléaire doit toujours être au top et avoir du matériel étalonné, justement. Vous savez que dans les centrales nucléaires, par exemple, quand il y a des choses qui ne sont pas faites en temps et en heure, on a des espèces de warnings, de situations qui sont remontées à la direction, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, lui, il a mis en place un service pour pouvoir récupérer tout ce matériel et le faire dans son laboratoire. Donc, il a inversé les flux et il est en train de mettre ça en place pour pouvoir respecter les délais qui sont imposés pour pouvoir avoir du matériel qui fonctionne bien. Alors, là, c'est l'organisation, c'est les contraintes sanitaires, c'est protéger les collaborateurs, on l'a dit, maintenir l'outil de travail en fonction des priorités. Donc, l'outil de travail, s'il est utilisé, évidemment, vous en avez besoin, donc il faut le maintenir. Mais si vous avez fermé une activité ou que l'entreprise est fermée, il faut aussi veiller à l'entretien du matériel et faire en sorte que quand ça va redémarrer, tout soit OK. Donc, vous avez vu que les trains sont entretenus, les avions sur leur parc sont entretenus, etc. Donc, il y a des travaux de maintenance, il y a des choses à mettre en œuvre. Vous pouvez peut-être avoir aussi le temps de faire certaines adaptations de votre outil de travail pendant cette période-là, mais vous en avez besoin de toute façon si vous avez continué l'activité et vous en aurez besoin après. Le deuxième point, la communication, c'est informer et renforcer la relation. Donc, on va venir à la relation client qui, pour moi, est extrêmement importante. Faire preuve d'empathie, aider, rendre service, parce que dans une période où tout le monde est un peu perturbé, cherche ses repères et a des fournisseurs ou des parties de son écosystème qui ne fonctionnent plus comme avant, beaucoup de gens peuvent rendre service l'un à l'autre, même si c'est des fois des fournisseurs avec qui vous ne parlez pas particulièrement, ou voire même des concurrents. Vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir faire face à ces difficultés-là. Donc, je sais qu'en communiquant, justement, Hermecam, j'en parlais tout à l'heure, il a eu hier une commande de 90 000 € supplémentaires sur 3 ou 4 ans parce qu'il était en contact avec des clients et il a pu, en restant présent, prendre une commande alors que son entreprise est extrêmement ralentie. Alors, l'offre de service, ce que j'observe, c'est que il faut le travailler spécifiquement parce que vous avez bien sûr des choses adaptées. Vous avez peut-être des choses à créer de nouvelles, c'est ce qu'on a dit, de nouveau. C'est ce qu'on a dit avec Laurent, c'est ce que je redis ici. Hein, c'est de faire un webinaire, on n'en faisait pas régulièrement. Là, on se met à préparer à préparer notre travail avec nos clients de façon différente. Il faut aussi pouvoir faciliter l'achat. Ça, c'est toujours un fondamental, mais souvent on l'oublie. Donc, si c'est compliqué d'acheter ou que c'est extrêmement compliqué en ce moment, eh bien, ça ne va pas être simple pour vos clients. Et puis, adapter vos canaux de distribution. Moi, j'ai vu dans une épicerie, il y avait des fleurs parce que le fleuriste ou l'inverse, enfin non, pas l'inverse puisque les fleuristes sont fermés, mais vous voyez, il y a donc des gens qui ont été malins pour essayer de jouer sur des opportunités pour pouvoir maintenir un minimum de travail, un minimum de service. Et donc, c'est tout ça qui est donc revisiter votre offre de service. Vous savez souvent ce que demandent les clients. Peut-être que c'est le moment de le tester, de le mettre en œuvre et de voir comment ça répond. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Voilà. Alors, pour vos clients, je dirais en espèce de synthèse, il est nécessaire de les écouter, de les étonner, de les fidéliser. Alors, évidemment, c'est basique, mais vous avez sûrement peut-être un peu plus de temps. Vous n'en avez peut-être pas plus, mais si vous n'en avez pas plus, de toute façon, il faut le consacrer à vos clients. C'est extrêmement important parce que vous avez une opportunité, c'est de les étonner, de les fidéliser,
de voir que malgré les difficultés dans lesquelles vous êtes, vous aussi, vous ne les oubliez pas et vous faites tout votre possible pour pouvoir être présent au rendez-vous. Et ça, je pense qu'ils sauront s'en souvenir demain après la crise. Donc, ben oui, c'est aussi le moment de les fidéliser. Alors, pour les fidéliser, il faut quand même se souvenir que pourquoi nos clients nous quittent, hein. Eh bien, il y a des tas de raisons qui sont extrêmement précises et qui sont des petites raisons, c'est-à-dire ils déménagent, ils meurent, l'entreprise disparaît, etc., etc. Mais l'élément le plus important, c'est bien sûr, peut-être que vous l'oubliez, mais c'est parce qu'ils se sentent ignorés. C'est-à-dire que quand vous communiquez plus avec eux, ben, vous n'êtes plus dans leur radar. Ils ne pensent plus à vous. Et donc, du coup, s'ils sont face à une offre de prix intéressante, s'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux ou différemment avec quelqu'un d'autre, ils partiront. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de les ignorer, ce n'est pas le moment de les abandonner. Il faut les chouchouter, il faut s'en occuper et il faut rester présent pour qu'ils voient que vous êtes toujours là pour eux. Alors, moi, je vous conseille, Laurent a parlé de faire des scénarios, mais je pense que vos scénarios, vous pouvez aussi les faire en fonction de la classification de vos clients. Et moi, je vous conseille fortement, alors, crise ou pas crise, mais là, c'est quand même important de classifier vos clients selon 5 critères. Bon, le chiffre d'affaires, le potentiel, c'est vrai que c'est la règle un peu des 20-80. Peut-être que 80% de vos chiffres d'affaires sont réalisés par 20% des clients. La rentabilité de ces clients aussi, parce qu'évidemment, vous n'allez pas vous démener dans cette période-là si c'est des clients avec qui vous avez très très peu de rentabilité. Leur solidité financière, il y aura bien sûr une après-crise, donc vous devez imaginer demain avec qui vous voudrez principalement travailler et surtout éviter les pièges de vous engager trop fortement avec une entreprise qui déjà avant la crise était extrêmement fragile. La facilité pour les servir, ben oui, parce que vous devez avoir une évaluation de est-ce que c'est facile de contenter, de donner satisfaction à ces clients-là, parce qu'il y en a des clients qui sont extrêmement compliqués, qui vous ralentissent votre marche en avant, qui vous font perdre un temps fou. Pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas des bons clients, et c'est peut-être à prendre en compte dans ces critères-là. Le dernier, ben, c'est la cohérence avec votre vision et votre stratégie. Yves en a bien parlé, donc il faut que c'est ce type de client-là que vous aimez avoir chez vous parce que vous savez que vous allez bien les servir et vous êtes adapté, vous êtes spécialisé pour eux. C'est un peu votre positionnement de travailler avec ces clients-là, donc il faut qu'ils soient cohérents avec cette vision d'entreprise que vous avez. Alors, pour les classer, après, ça va nous donner en gros 4 tas, si on peut schématiser. Hein. C'est ceux qui sont au top, ceux qui répondent à ces 5 critères de la façon la plus positive. Ils sont, j'ai écrit au top. Les clients qui sont très bien, mais qu'il faudrait continuer à développer, alors ou parce qu'un des critères n'est pas complètement au rendez-vous, ou parce que le chiffre n'est pas encore complètement top, n'est pas devrait se développer. Et puis les clients C qui sont un peu moyens, un peu dans l'anonymat, et puis les D qui sont pas grand-chose pour vous et dont vous n'allez pas pouvoir vous occuper en ce moment et qui, s'ils partent, ça ne serait pas très grave pour vous parce que ça vous donnerait de l'énergie et de l'enthousiasme pour vous occuper des autres. Donc voilà, essayez d'avoir ça en tête dans vos 3 scénarios qu'a proposé Laurent tout à l'heure. Alors ça va vous permettre de travailler vos priorités. Si vous voulez les rendre fidèles, n'oubliez pas cette fameuse échelle de fidélité. Au début, vous avez des suspects, ils sont dans la nature, si je puis dire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas trop se bouger comme on veut, mais ils existent. Le prospect, ça veut dire qu'il connaît votre offre et il est qualifié, c'est-à-dire qu'il pourrait être intéressé par votre offre. Ensuite, le jour où il vient acheter pour la première fois, c'est un acheteur. Il deviendra client seulement s'il réachète chez vous une deuxième fois. Ça veut dire qu'il a validé il vous a validé comme fournisseur. Et puis ensuite, on franchit les étapes. Il devient membre de ce club privé de gens qui sont hyper contents de travailler avec vous. Et puis, ils deviennent des avocats, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à vous défendre au bec et ongles pour expliquer pourquoi c'est souvent dans les conversations, mais tu ne connais pas qui fait quoi, machin. Si, il faut travailler avec ce coach parce qu'il est super, extraordinaire, etc., etc. Et puis, alors, le top of the top, c'est d'avoir des clients fans. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment de crise, vous avez des opportunités pour rendre vos clients encore plus fans de vous.
Ben, c'est préparer l'après, mais c'est aussi continuer de développer le business parce que, comme l'a dit Laurent, ben, c'est vrai qu'il ne faut pas tout couper en dépenses commerciales. Bien sûr, il faut sans doute le réaménager, il faut jouer sur les priorités, mais bien sûr que vous pouvez et vous devez même continuer de vous développer commercialement avec les clients existants d'abord et puis éventuellement en ayant des nouveaux clients. Le coût d'acquisition d'un client, ben, c'est un coût. Donc, en ce moment, il faut déjà vous assurer que vos clients actuels vont rester chez vous et vont continuer d'être satisfaits de vos services. Mais bien sûr, ben, il est possible que vous en ayez des nouveaux, mais c'est vrai qu'en principe, ça coûte plus cher. Donc, si on est dans la priorisation de ce que vous devez avoir en tête, ben, déjà occupez-vous de vos clients. Mais bien sûr, vous aurez plein d'opportunités avec les nouveaux services que vous avez mis en place pour en trouver des nouveaux. Et donc là, je ne dis qu'un mot, bravo. Alors, après ce petit rappel, n'oubliez pas qu'il y a des choses que vous pouvez, même dans une période compliquée, des choses que vous pouvez améliorer. Donc, je l'ai dit, consacrer plus de temps à certains clients, communiquer davantage avec eux, et puis innover, diversifier, fidéliser. Donc, vous voyez que votre entreprise, elle est organisée différemment. Vous devez communiquer avec un rituel avec eux. Vous pouvez faire des réunions Zoom. Vous pouvez réfléchir à vos nouveaux services, etc. Donc, c'est aussi des moments très précieux parce que vous allez continuer de faire progresser votre entreprise. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, ben, c'est d'offrir plus à vos clients. Si vous voulez les surprendre, si vous voulez qu'ils disent « Oh là 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 là, heureusement qu'ils sont là », eh bien, il va falloir peut-être offrir de nouvelles prestations, mettre à disposition un nouveau circuit logistique, de nouveaux horaires, de nouvelles façons de procéder, organiser des vidéoconférences, vous n'allez pas pouvoir aller les voir, donc vous allez faire le boulot à distance. Les recommander, vous pouvez aussi développer votre écosystème en recommandant des clients ou recommander des fournisseurs et puis les faire bénéficier de votre réseau. Vous devez être attentif à tout ce qui peut favoriser votre écosystème pour pouvoir continuer de progresser. Alors, deux règles qui restent valables, ben, c'est que les clients ils veulent être satisfaits. Et même quand ils sont satisfaits, ça ne suffit pas pour qu'ils soient vraiment avec le sourire et la banane. Donc, en fait, ben, il faut leur offrir plus que ce qu'ils attendaient. Et là, vous allez pouvoir les surprendre. Et je rappelle aussi l'autre règle, c'est que le service, bon, il doit être le produit, le service, il doit être fiable. C'est sûr que si le truc vous pète à la gueule à chaque fois que vous l'achetez, ça ne va pas le faire. Mais c'est surtout qu'il doit être facile à acheter. Alors, dans certains cas, ça va être plus compliqué. Dans certains cas, ça va peut-être être plus facile. Mais à vous de penser à ça. Faites en sorte que ce soit facile d'acheter chez vous. Ça va vous permettre bien de continuer à développer votre business. Alors, 5 idées pour faciliter l'achat. Ben, c'est faciliter l'ouverture de compte. Des fois, c'est compliqué. On a l'impression que c'est un peu un chemin difficile où on essaye de sélectionner des clients. C'est pas si simple que ça. Faciliter le choix du client aussi quand il veut acheter. Hein, c'est des fois pas simple non plus de comprendre comment le faire. Donc là, peut-être qu'à distance, il va falloir que vous revoyiez les explications que vous devez fournir à vos clients pour qu'ils puissent choisir la bonne offre ou le bon produit. Commander en ligne, certains le font de temps en temps, certains le font en partie. Donc à vous de voir ce qui est adapté pour vous. Mais surtout, je dirais, garder une dynamique où vous allez pouvoir répondre rapidement à vos clients. Mais au final, ce que j'ai mis en rouge, c'est surtout mettez-vous à la place du client, mettez-vous à la place de vos clients et vous allez sûrement trouver plein d'idées pour faciliter les achats chez vous. Alors pour les acteurs de votre écosystème, ben, l'écosystème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est aussi les clients. Donc dans l'écosystème, c'est les clients plus tout le reste. Donc, c'est un peu la même chose, mais c'est nécessaire de les écouter, de les informer, j'insiste, parce que j'ai entendu des clients qui ont eu des problèmes d'organisation parce qu'ils n'avaient pas informé leurs fournisseurs ou certaines parties de leur écosystème. Et puis, les encourager parce que c'est aussi compliqué pour eux, c'est très difficile. Ben, c'est donc à vous d'être un peu le coach hein,
de leur taper sur l'épaule pour qu'ils aient envie de continuer d'être avec vous, à vos côtés, et puis que ça puisse vous permettre de donner satisfaction à vos clients. Alors, 3 pistes pour votre écosystème. J'aurais tendance à dire payez-leur leurs factures, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses entreprises qui reportent tous les paiements, mais il va y avoir des morts en faisant ça. Donc, si vous voulez garder votre écosystème en bonne santé, il faut payer des factures. Je sais que ce n'est pas drôle et pas très sexy, mais c'est comme ça. Les intégrer dans votre nouvelle organisation, hein, ne pas oublier d'informer. Et puis, j'ai vu que beaucoup d'organisations sont secouées en ce moment, et donc, les personnes avec qui vous travaillez habituellement, ce ne sont pas forcément les mêmes, etc. Donc, il faut y réfléchir à 2 fois ou vérifier que l'information a bien été donnée à la bonne personne et prendre en compte leurs contraintes parce qu'eux aussi ont peut-être changé leur façon de fonctionner et donc vous allez avoir besoin de tout savoir pour pouvoir être efficace quand vous allez continuer de bosser. Alors, voilà pour l'écosystème, les petits points de différenciation que je voulais mettre en avant pour que vous ne l'oubliez pas. En conclusion, je pense que les points que vous devez garder en tête, mais je crois que vous les avez, hein, c'est conserver, mobiliser, encourager vos collaborateurs. Hein. On a vu comment c'était important avec Yves. Sauvegarder son entreprise, c'est d'abord garder du cash. Et puis fidéliser ses clients et protéger son écosystème, c'était la partie que je vous ai présentée. Donc ça, il faut que quand vous avez fini un truc, vous repassez au thème suivant et ça doit être récurrent.